Quand un homme te provoque, sache une chose fondamentale. Il ne cherche pas une réponse, il cherche le contrôle. C'est une vérité brutale mais nécessaire. Chaque fois qu'il lance une pique, qu'il devient froid sans raison ou qu'il te critique subtilement et que tu réagis par l'émotion, tu lui donnes exactement ce qu'il voulait. La confirmation qu'il détient la télécommande de ton état intérieur. Tu n'es plus la reine de ton royaume. Tu deviens une simple pièce sur son échiquier, une figure qu'il déplace impulsivement selon ses humeurs. Cette dynamique n'est pas un hasard. Elle est ancrée dans l'inconscient collectif depuis des millénaires. L'homme utilise la provocation comme un outil de mesure pour tester sa position dans la hiérarchie émotionnelle du couple. Mais, aujourd'hui, nous allons l'ONS changer les règles du jeu. Tu ne vas plus être la toile sur laquelle il projette ses insécurités. Tu vas devenir l'artiste qui décide ce qui entre dans son esprit. Dans cette vidéo, nous allons utiliser la psychologie de Carl Gustav Jung pour te donner un pouvoir que très peu de femmes possèdent. La capacité de rester de marbre face au chaos. Tu vas apprendre à désactiver ces tentatives de contrôle, non pas en combattant, mais en maîtrisant ce qu'il essaie de remuer en toi. Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir va le rendre fou, non pas de colère, mais de désir et de respect, car il ne pourra plus te manipuler. Pour briser ce cycle, nous devons d'abord comprendre la mécanique invisible qui le propulse. La provocation ne concerne pas ta valeur, elle concerne sa propre insécurité qu'il projette vers l'extérieur. Souvent, ce besoin de contrôle prend racine dans des traumatismes d'enfance non résolus. Peut être un père absent ou une mère surprotectrice, qui lui ont appris une équation fausse mais puissante. Le contrôle est synonyme de sécurité. À l'âge adulte, il répète ce schéma. Il ne cherche pas à maîtriser tes actions, car c'est impossible, mais il cherche obsessionnellement à manipuler tes émotions pour se sentir puissant. Il y a une science biologique derrière cela. Des études en neurosciences montrent que lorsque tu réagis émotionnellement à sa provocation, ton système limbique s'active, mais surtout, cela libère de la dopamine dans son cerveau à lui. C'est une récompense chimique, presque addictive. C'est pourquoi certains hommes répètent ce comportement toxique. Leur cerveau associe ta détresse ou ta colère à du plaisir inconscient. Qu'il s'agisse d'un message laissé sans réponse pendant des heures ou d'un compliment empoisonné comme « tu es jolie, mais cette robe est un peu osée », chaque hameçon est conçu pour capturer ton attention émotionnelle. Carl Gustav Jung appelait cela une projection de pouvoir. C'est une tentative de confirmer sa domination intérieure à travers l'autre. Le piège mortel pour la plupart des femmes n'est pas de ressentir l'émotion, mais de croire que réagir signifie se défendre. C'est une erreur fondamentale. Répondre émotionnellement à un provocateur, c'est lui remettre les clés de ton royaume psychologique. Cette défense active ton mode combat. Fuite inonde ton corps de cortisol et te laisse épuisé, vulnérable à d'autres manipulations. Il veut réactiver tes vieilles insécurités. Il veut que ton esprit soit inondé de questions. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi est-il distant? Dès que ton esprit bascule dans ce mode d'analyse, tu es tombé dans son piège. Il a réussi à déplacer ton énergie hors de ton axe. Cette paralysie par l'analyse est très fréquente chez les femmes dotées d'une grande intelligence émotionnelle qui pensent trop pour résoudre le conflit. Mais ici, penser nourrit le cycle. Ce besoin de clarifier la situation lui confirme qu'il a toujours un pouvoir absolu sur toi. C'est ici qu'intervient l'ego émotionnel. C'est cette petite voix qui te dit « Je dois prouver que je suis innocente. Je ne peux pas le laisser penser ça de moi. » Imagine la scène. Il change de ton et te dit « Calme, toi, c'était juste une blague. » Minimisant tes sentiments. Gaslighting. Et toi, essayant de rester calme, tu te justifies « Je ne suis pas énervé, je trouve juste ça inutile. » Ce que tu ignores, c'est qu'à l'instant même où tu commences à expliquer ta posture, il a déjà gagné. La justification est une forme de supplication déguisée. Elle te positionne immédiatement dans un rôle subalterne. Tu passes d'une énergie de sécurité à une énergie de défense, essayant de prouver ton innocence à un juge qui est pourtant le coupable. Inconsciemment, tu te présentes comme la partie faible, car dans la psyché masculine archétypale, celui qui s'explique perd, et celui qui reste calme gagne. C'est une loi de la jungle sociale. Le véritable alpha dans une interaction n'est pas celui qui crie le plus fort, mais celui qui n'a pas besoin de s'expliquer. Si tu ne vois pas la provocation comme un test psychologique, tu continueras à nourrir son ego avec ta douleur. Plongeons maintenant dans les abysses de la psychologie masculine pour comprendre pourquoi le silence est une arme si dévastatrice. Dans le monde des affaires comme dans la jungle sociale,
Celui qui parle moins et écoute plus est celui qui conclut l'affaire E. Pourquoi? Parce que l'inconscient associe le contrôle émotionnel au pouvoir pur. Des recherches en psychologie évolutive suggèrent que cette association remonte à la sélection naturelle. Le chef calme en temps de crise survivait et transmettait ses gènes, tandis que le réactif périssait. Lorsque tu ne cèdes pas à sa provocation, son cerveau entre en état de confusion totale. Il ne sait pas s'il a gagné ou perdu, et parce qu'il n'arrive pas à te classer, il commence à te regarder avec un respect psychologique nouveau. Cette confusion crée ce que j'appelle un vide cognitif. C'est un espace mental vacant qui l'oblige à investir plus d'énergie psychique pour essayer de te décoder, ce qui augmente paradoxalement son attraction pour toi. Carl Gustav Jung l'expliquait magistralement. L'inconscient est irrésistiblement attiré par ce qu'il ne peut ni maîtriser ni comprendre totalement. Jung appelait cela le mystère de l'anima, la projection féminine chez l'homme qui le fascine lorsqu'elle est autonome et intégrée. Ainsi, chaque fois qu'il tente de te faire sortir de tes gonds et qu'il échoue, il ne te respecte pas seulement davantage. Il commence à être obsédé par toi. L'obsession naît de l'incertitude. Sans modèle prévisible de réaction, son esprit tourne en boucle autour de toi. Mais attention, et c'est ici que la plupart échouent. Il ne s'agit pas de feindre le calme ou de forcer une attitude froide. Le faux calme est toujours démasqué. Il s'infiltre par des incongruences, un sourire forcé, une voix qui tremble légèrement, un peu tension dans la mâchoire. Le corps trahit toujours l'esprit. Il ne s'agit pas de jouer un rôle, mais d'entraîner ton esprit à échapper au piège de l'impulsion émotionnelle. Pour cela, tu dois utiliser des techniques physiologiques concrètes. La respiration 4, 7, 8. Inspirer 4 secondes, retenir 7, expirer 8. Active immédiatement le système parasympathique et calme le stress avant même que tu ne répondes. Avant de prononcer un seul mot, pose-toi cette question ancre. Est ce que je vais dire me rend mon pouvoir ou est ce que cela le lui donne? Si cela lui donne du pouvoir, tais-toi. Si cela te le rend, parle avec intention. Le pouvoir psychologue hic ne consiste pas à gagner des discussions, mais à refuser que ton énergie soit dirigée par un autre. Ton énergie est limitée. La dépenser pour des drames extérieurs te laisse vide pour tes propres rêves. Les femmes émotionnellement intelligentes, comme Oprah Winfrey ou Michelle Obama, incarnent cela. Elles répondent avec grâce sous la pression, transformant la critique en plateforme de puissance. Elles savent que toute provocation est une invitation à un jeu et que la véritable maîtrise consiste à ne pas jouer. Ne pas jouer n'est pas de la passivité, c'est une stratégie supérieure, comme aux échecs, où le grand maître force l'erreur de l'adversaire sans faire de mouvements inutiles. Alors, quand il veut te provoquer, souviens-toi, il ne teste pas ta patience, il teste son influence sur toi. Change la focale. Son comportement en dit plus sur lui que sur toi. Et si tu ne lui donnes pas le carburant émotionnel qu'il attend, il reste avec un feu éteint. Sans oxygène, ta réaction, le feu meurt. Applique cela métaphoriquement aux disputes. Mais ne confonds pas ne pas réagir avec de l'indifférence feinte. L'indifférence totale sans le désintérêt est peut-être perçue comme de la fuite. La véritable indifférence naît de la plénitude intérieure, pas du vide. Ce que tu dois projeter, c'est une présence inébranlable. Tu le vois, tu l'entends, mais il ne te bouge pas. C'est la pleine conscience en action. Être là, sans jugement ni attachement. Car le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que tu dis, mais dans ce qui ne t'atteint pas. C'est ce que les stoïciens appelaient l'apathéia. Non pas l'apathie, mais la liberté face aux passions destructrices. Chaque fois que tu préserves ton pouvoir intérieur face à une provocation, tu lui enseignes implicitement qu'on ne joue pas avec toi. L'apprentissage implicite est plus puissant que les mots. Il l'intériorise viscéralement. Et quand un homme comprend cela, non pas parce que tu l'as crié, mais parce qu'il l'a senti, la relation change pour toujours, passant d'une dynamique de pouvoir à un partenariat d'égal à égal. Je te le garantis. Aucune manipulation ne fonctionne contre un esprit qui reconnaît le jeu avant d'y entrer. Mais pour que cela fonctionne, ta communication non verbale doit être alignée. C'est ce que nous allons voir avec l'outil du miroir conscient. Nous touchons ici à un secret que personne ne t'a jamais vraiment expliqué sur les relations humaines, la dynamique du miroir émotionnel. Une relation est un miroir perpétuel où chacun reflète l'état intérieur de l'autre. Lorsqu'un homme te provoque, il ne se contente pas d'observer ce que tu fais, il calibre ce que tu ressens. Chaque émotion que tu laisses échapper
agit comme une surface réfléchissante qui lui montre instantanément le degré de pouvoir qu'il exerce encore sur toi. S'il parvient à te faire sortir de tes gonds, il reçoit la confirmation qu'il est toujours le centre de gravité de ton monde émotionnel. C'est un besoin archétypal, souvent inconscient, de confirmer son importance. Le problème survient lorsque tu tentes de masquer ta réaction. Imagine cette scène. Il te lance une phrase ironique, comme « Tu vois toujours tes copines, jamais moi ». Et toi, essayant de garder la face, tu réponds d'un ton tendu « Cela ne m'atteint pas ». Mais tes yeux fuient, ta respiration est courte, ton énergie est contractée. C'est là que tu perds toute crédibilité. L'incongruence entre tes mots et ton énergie détruite est en autorité. Pourquoi ? Parce que l'être humain ne communique pas seulement avec des mots. Selon la règle du professeur Albert Mehrabian, l'impact de notre communication se divise ainsi. 55% provient du langage corporel, 38% du ton de la voix, et seulement 7% des M hautes et eux-mêmes. Si tu dis « je suis calme », 7%, mais que ton corps, 55%, vibre de colère réprimée, son inconscient ne croira que ton corps. Il saura qu'il t'a eu. C'est pourquoi les femmes les plus magnétiques ne sont pas celles qui feignent l'indifférence, mais celles qui réservent leur énergie émotionnelle pour ceux qui la méritent. Pour briser ce cycle, tu dois devenir un miroir conscient. Au lieu d'absorber son chaos et de le renvoyer sous forme de défense, tu dois le laisser se heurter à ta stabilité. Comme l'a dit Jung, ce que nous nions nous soumet, ce que nous acceptons nous se transforme. Si tu nies ta colère, elle te contrôlera. Si tu l'observes sans agir, elle perd son pouvoir. C'est ici que commence ta domination psychologique. La manipulation ne fonctionne qu'avec 2 joueurs consentants. Si tu te retires émotionnellement, non pas physiquement, mais énergétiquement, tu brises le circuit. Concrètement, la prochaine fois que tu sens l'impulsion de te justifier, arrête, toi, et pose, toi, cette question cruciale. Est-ce que j'agis par paix ou par peur ? La peur se lit comme de la faiblesse. La paix se lit comme de l'autorité. Pense à des figures comme Cléopâtre, qui ne s'abaissaient jamais au niveau émotionnel de ses interlocuteurs, mais les obligeait à s'élever au sien. Voici la technique de la redirection magistrale. Il te provoque, et au lieu de répondre sur le fond, tu lui offres un sourire léger, un contact visuel détendu, et tu changes simplement de sujet. Tu ne te défends pas, tu rediriges le flux. Cette petite action le désarme plus que n'importe quelle confrontation verbale, car le message subliminal est « Je n'ai pas peur de te perdre et tu n'as pas le pouvoir de gâcher mon moment ». C'est ce qu'on appelle la désactivation par le vide. Tu ne lui donnes pas le carburant, la tension émotionnelle, dont sa provocation a besoin pour brûler. Sans carburant, le feu s'éteint de lui-même. Mais attention, cette maîtrise exige une cohérence absolue. Tu ne peux pas être une forteresse un jour et un livre ouvert le lendemain. La cohérence est l'antidote à la manipulation. Une femme alignée, dont le corps, l'esprit et l'énergie disent la même chose, dégage une force à laquelle aucun provocateur ne peut résister. Tu deviens son miroir le plus élégant, celui qui ne renvoie pas d'insultes, mais qui lui renvoie l'image de sa propre immaturité. Pour ancrer cette pratique, nous allons voir comment celle s'applique dans une histoire réelle. Il existe un pouvoir silencieux que très peu de femmes maîtrisent, et il n'a rien à voir avec le mutisme passif ou la soumission. C'est ce que j'appelle le contre-coupe invisible. C'est une stratégie d'une élégance rare qui ne détruit pas l'autre, mais le confronte brutalement à lui-même. Pour comprendre comment l'appliquer, il faut saisir que la provocation masculine suit un script préétabli. Il lance une pique, tu te défends, il gagne. C'est une danse macabre dont il connaît tous les pas. Mais que se passe-t-il si soudainement tu changes la musique ? Laisse-moi te raconter l'histoire de Sophie pour que tu puisses visualiser cette mécanique. Sophie vivait une relation avec Marc, un homme qui utilisait l'ironie et le retrait affectif pour garder le contrôle. Un soir, ils étaient au restaurant. Marc, d'humeur critique, a regardé le menu et a lancé « Tu as encore choisi ce restaurant ? Tu as vraiment des goûts discutables parfois. » C'était une attaque calculée, conçue pour faire douter Sophie de son jugement et la mettre sur la défensive. L'ancienne Sophie aurait immédiatement réagi par l'ego. « Mais non, on a bien mangé la dernière fois. Pourquoi tu es toujours négatif ?» Elle se serait justifiée, entrant ainsi dans le cadre de Marc, validant sa position de juge et la sienne d'accusé. Mais ce soir, là, Sophie avait intégré le principe de la désactivation. Au lieu de suivre le script, elle a fait une pause,
Elle aura pris une lente inspiration. Elle a habité son corps, refusant de se contracter ou de s'excuser. Elle a regardé Marc dans les yeux, non pas avec colère, mais avec une curiosité détachée, presque amusée. Elle n'a pas froncé les sourcils. Elle a offert un léger sourire totalement détendu et a dit d'une voix calme et posée « C'est possible. Tiens, regarde, ils ont changé la carte des vins, ça a l'air intéressant. C'est tout, pas de défense, pas de contre-attaque. Juste une acceptation vide de sens suivie d'une redirection magistrale. » Ce qui s'est passé ensuite dans l'esprit de Marc est fascinant. Son cerveau a subi un court-circuit, une véritable dissonance cognitive. Léon Festinger, psychologue social, expliquait que l'esprit humain ne supporte pas la contradiction entre ses attentes S et la réalité. Marc s'attendait à un conflit, dopamine, il a reçu de la paix. Il s'attendait à une justification, soumission, il a reçu de l'indifférence souveraine. Son scénario s'est brisé en 1000 morceaux. Il se retrouvait seul avec sa négativité et, comme un acteur qui donne la réplique à un mur. Ce moment de flottement a forcé Marc à une auto-observation forcée. Parce que Sophie n'a pas pris la charge émotionnelle, Marc a dû la porter lui-même. Il s'est senti soudainement maladroit, presque immature face à l'élégance de Sophie. Il a commencé à se demander « Pourquoi n'a-t-elle pas réagi ? Et qu'est-ce ce que mon avis ne compte plus pour elle ? Suis-je devenu invisible ?» Vois, tu le renversement. Jusqu'ici, c'était Sophie qui se demandait si elle était assez bien. Maintenant, c'est Marc qui se demande s'il est assez important. C'est là que réside le génie du contre-coup invisible. Tu ne le détruis pas. C'est sa propre insécurité qui le ronge. La manipulation a besoin de 2 joueurs. En refusant de jouer ton rôle de victime, tu annules le jeu. Mais attention, pour que cela fonctionne, ta présence doit être totale. Tu ne peux pas dire ces mots en tremblant. Tu dois incarner ce que les taoïstes appellent le wu-wei, l'action sans effort. Une force douce comme l'eau qui érode le rocher. Sophie n'a pas agi par froideur calculée, ce qui aurait été une autre forme de réaction. Elle a agi depuis son centre. Elle a utilisé son énergie pour créer une frontière invisible. Elle a communiqué sans mots. Je ne suis plus en mode réaction, je suis en mode choix. Et cette attitude, mesdames, est incroyablement intimidante pour un manipulateur, mais incroyablement attirante pour un homme capable d'évolution. Quand Marc a senti qu'il ne pouvait plus la déstabiliser, son comportement a changé. Il est devenu plus attentif, cherchant d'autres moyens, plus sain, pour obtenir son attention. Pourquoi ? Parce que l'être humain respecte ce qu'il ne peut pas contrôler. Si tu es un livre ouvert qu'il peut raturer à sa guise, il se lassera. Si tu es un parchemin sacré qu'il ne peut pas modifier, il te vénérera. Ce n'est pas de la magie, c'est de la hiérarchie psychologique. La personne la plus puissante dans une interaction est toujours celle qui est la moins réactive émotionnellement. Mais pour maintenir cet état sur la durée, surtout quand les provocations deviennent plus subtiles ou répétitives, il ne suffit pas d'une technique. Il faut une transformation identitaire profonde. Il faut que tu cesses de voir la provocation comme une attaque pour la voir comme un test de ta propre royauté. C'est cette dimension spirituelle et profonde que nous allons explorer dans la prochaine étape. Nous avons franchi les portes de la stratégie comportementale, mais pour atteindre le niveau de respect dont je parle, ce respect qui frôle la vénération, nous devons maintenant traverser un seuil que peu de femmes osent franchir, celui de la métamorphose spirituelle par le travail de l'ombre. Jusqu'ici, tu as appris à agir avec contraste. Mais l'action ne suffit pas si l'intention est corrompue par la peur. Le véritable respect prend racine dans une distinction fondamentale que tu dois opérer à l'intérieur de ton être. Carl Gustav Jung disait « On ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes. » Appliqué à notre contexte, cela signifie que tu ne deviendras pas imperméable à la manipulation, en te forçant à être positive, mais en éclairant ta propre part d'ombre, ce besoin viscéral de réagir, de te justifier, de prouver ta valeur à quelqu'un qui te teste. Tant que ce besoin reste inconscient, il est ta faiblesse. Dès qu'il devient conscient, il devient ta force. Pour illustrer cette transition critique, je veux te raconter l'histoire d'Isabelle. Isabelle est une femme brillante de 40 ans, mariée à Thomas. Thomas n'était pas un homme cruel, mais il avait un schéma inconscient de manipulation passive. Il utilisait le silence et le retrait pour punir Isabelle dès qu'elle ne correspondait pas à ses attentes. Pendant des années, Isabelle a joué le rôle de la sauveuse. Dès que Thomas devenait froid, l'ombre d'Isabelle s'activait.
la peur de l'abandon. Elle devenait anxieuse, elle posait des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle s'excusait pour des fautes qu'elle n'avait pas commises. Elle essayait de contrôler l'humeur de Thomas pour se sentir elle, même en sécurité. Elle nourrissait le cycle. Thomas, sans le savoir, se nourrissait de cette anxiété. Cela lui confirmait qu'il était le centre du monde d'Isabelle. Mais un jour, Isabelle a touché le fond. Elle a réalisé que sa réaction n'était pas de l'amour, mais de la codépendance. Elle a décidé d'opérer une révolution intérieure. Elle a cessé de regarder Thomas et a commencé à regarder en elle-même. Elle a fait ce que j'appelle le travail de l'ombre. Elle a identifié que sa compulsion à réagir venait d'une vieille blessure d'enfance, pas de la réalité présente. Le test ultime est arrivé un dimanche après, midi. Thomas, irrité par un détail trivial, a lancé une de ses phrases habituelles pour déclencher la culpabilité. « Tu as changé, tu es devenu égoïste, on ne se comprend plus. » C'était l'hameçon parfait. L'ancienne Isabelle aurait pleuré et promis de faire mieux. Mais la nouvelle Isabelle, ancrée dans sa conscience, a ressenti l'impact, a vu son envie de se justifier et a choisi de ne rien faire. Elle n'a pas réagi par la colère, elle n'a pas réagi par la tristesse. Elle est restée dans son centre, continuant ses activités avec une paix déconcertante. Elle a simplement répondu « Je comprends que tu le ressentes ainsi » et elle y est retournée à Saône-Livre. Pas de carburant pour le feu, pas de drame, juste un miroir lisse et impénétrable. Ce qui s'est passé ensuite dans la psyché de Thomas est ce que nous cherchons toutes à atteindre. Parce qu'il ne pouvait plus projeter son ombre sur Isabelle, il a s'était forcé de la garder pour lui. Jung expliquait que lorsque l'inconscient ne peut plus projeter ses ténèbres sur l'autre, il est obligé de se voir dans le miroir de son propre désordre. C'est une auto-observation forcée. Thomas s'est retrouvé seul avec son irritation, sans personne pour la porter à sa place. Il a ressenti un malaise profond, une sorte de honte intérieure. Il s'est senti petit face à la grandeur d'âme d'Isabelle. Ce sentiment de petitesse n'est pas une humiliation destructrice, c'est le début de la conscience. Pour la première fois, il s'est demandé « Pourquoi ne réagit-elle plus? Est-ce que je l'ai perdue ?» La peur a changé de camp. Ce n'était plus Isabelle qui craignait d'être abandonnée, c'était Thomas qui craignait de ne pas être à la hauteur de cette femme souveraine. C'est ici que se produit la capitulation de l'ego. Quand un homme réalise qu'il ne peut plus manipuler l'état émotionnel de sa partenaire, son ego de contrôleur se brise. Il comprend qu'il ne peut pas se battre contre quelqu'un qui ne se bat pas. Il ne peut pas manipuler quelqu'un qui n'a besoin de rien. Alors, une nouvelle dynamique émerge, le respect émotionnel pur. Il commence à voir Isabelle non plus comme une extension de lui-même qu'il peut activer à sa guise, mais comme une entité séparée, mystérieuse et puissante. Thomas a changé, non pas parce qu'Isabelle lui a fait la morale, mais parce que son silence habitait l'a forcé à grandir. Il a commencé à chercher la connexion par des moyens sains, parce que les moyens toxiques ne fonctionnaient plus. C'est la loi de l'extinction comportementale. Un comportement qui n'est plus récompensé finit par disparaître. Cette transformation d'Isabelle nous enseigne une vérité universelle. Tu n'as pas besoin de gagner la guerre contre lui. Tu dois gagner la guerre contre tes propres réactions automatiques. Quand tu atteins cet état où sa provocation traverse ton champ énergétique sans t'accrocher, tu deviens immunisé. C'est une forme de protection divine. Tu ne deviens pas froide, tu deviens sélective. Tu réserves ton énergie sacrée pour la création, la joie et l'amour véritable, et tu refuses de la gaspiller dans des jeux de pouvoir stériles. C'est ce que j'appelle devenir une autorité émotionnelle. L'autorité ne crie pas, elle ne menace pas, elle est. Quand tu es dans cet état, tu n'as plus besoin de poser des limites verbales épuisantes, car ta présence, elle, même, est une limite. Il sent, viscéralement, qu'il ne peut pas franchir la ligne sans perdre l'accès à ta lumière. Mais attention, le chemin ne s'arrête pas là. Une fois que tu as désactivé la manipulation, tu accèdes à un niveau supérieur de la relation, celui où tu deviens une essence unique, une femme dont la valeur n'est plus négociable. C'est l'étape finale de notre voyage, celle où tu deviens celle qu'il craint de perdre, non pas par insécurité, mais parce qu'il sait qu'une femme comme toi est irremplaçable. C'est ce sommet émotionnel que nous allons atteindre maintenant. Nous arrivons ici au sommet absolu de ton ascension émotionnelle, là où l'air se raréfie et où la vérité devient cristalline. À ce stade, le respect n'est plus une stratégie que tu appliques laborieusement, c'est devenu ta nature même, ton état d'être inaltérable.
Tu deviens ce que la psychologie des profondeurs appelle une autorité naturelle. Je dois préciser ce terme, car il est souvent mal interprété. L'autorité naturelle ne se crie pas, elle ne s'exige pas, elle s'impose par la simple densité de ta aisance. C'est une force gravitationnelle. La femme qui maîtrise ses émotions n'a plus besoin de démontrer sa force par des mots ou des conflits. Elle est la force. Tu accèdes à un état de magnétisme pur. Le vrai magnétisme ne naît pas du contrôle que tu exerces sur l'autre, mais de l'équilibre parfait que tu maintiens en toi, même. C'est l'harmonie du yin et du yang. Lorsque tu cesses de réagir à la provocation, tu ne deviens pas passive, tu deviens un sanctuaire. Tu deviens cette force tranquille qu'il ne peut pas briser, cette lumière qu'il ne peut pas éteindre. Pour un homme, c'est l'expérience ultime, presque religieuse, de la féminité divine. Il se trouve face à une femme qu'il ne peut pas consommer émotionnellement ni épuiser par ses jeux, mais qu'il doit respecter pour avoir le simple privilège de rester dans son champ énergétique. Le jeu s'inverse alors totalement et définitivement. Ce n'est plus toi qui cherches la validation dans ses yeux pour savoir si tu es aimable. C'est lui qui vient chercher l'équilibre, la paix et l'inspiration dans ta présence. Il cherche ton calme comme un voyageur assoiffé cherche l'oasis dans le désert. Son inconscient reconnaît pour la première fois ta valeur non plus comme une opinion subjective qui peut changer demain, mais comme une loi universelle immuable. Il comprend viscéralement que tu es le PRX à gagner, et non l'option de confort qui sera toujours là quoi qu'il fasse. Ce niveau de conscience t'amène à comprendre une vérité paradoxale. Tu n'as plus besoin de gagner la guerre contre lui, car tu as réalisé qu'il n'y a jamais eu de guerre. La guerre n'existait que dans ta réaction à ses projections. En refusant de combattre, tu ne capitules pas, tu transcendes le champ de bataille. Tu entres dans ce que j'appelle le paix guerrière, une paix qui n'est pas fragile, mais qui est protégée par une épée de lumière. C'est ici que tu deviens une femme éveillée. Une femme éveillée n'est pas une femme froide, c'est une femme qui a compris que sa paix intérieure est non négociable. Elle sait que son énergie est sa monnaie la plus précieuse et elle refuse de la dépenser pour acheter des miettes d'attention. Cette attitude crée une dépendance saine chez l'homme. Carl Gustav Jung disait que l'inconscient masculin cherche toujours refuge dans l'énergie féminine qui l'équilibre. Mais il ne peut trouver refuge que si cette énergie est stable. Si tu es chaotique comme lui, il n'y a pas de refuge, seulement de la tempête. En devenant stable, tu deviens son port d'attache. Il réalise qu'il ne peut pas te manipuler, car on ne manipule pas une femme qui n'a besoin de rien pour être heureuse. Ton bonheur est autonome, et c'est cette autonomie qui le terrifie et l'attire simultanément. Il se sent obligé de se reconfigurer pour être à ta hauteur. Ta simple existence le force à grandir, à mûrir, à abandonner ses vieux schémas de petit garçon blessé pour devenir un homme conscient. Tu ne l'as pas forcé, tu l'as inspiré par ton silence habité. Alors, ne cherche plus jamais à être comprise rapidement par des mots. Ne cherche plus à lui expliquer ta valeur avec des discours ou des lettres de justification. Laisse ta stabilité parler pour toi. Car lorsqu'une femme cesse de brader son pouvoir et de négocier son respect, sa simple présence devient une loi. Cette loi stipule « Ici règne la paix » et le « chaos n'a pas de visa d'entrée ». Tu as maintenant intégré le code complet de la désactivation de la manipulation. Tu as voyagé du problème de la réactivité biologique à la stratégie du miroir conscient, pour finir par l'ascension spirituelle de ton autorité naturelle. Il ne reste plus qu'à sceller cette nouvelle identité, non pas comme une leçon apprise intellectuellement, mais comme une vérité incarnée dans chaque cellule de ton corps. C'est le moment de poser l'acte final, celui qui ancre cette réalité dans la matière et qui signale à l'univers que tu es prête à être respectée. Nous voici arrivés au terme de ce voyage initiatique et je veux que tu repartes avec une certitude absolue. Tu as compris aujourd'hui que la véritable puissance ne se prouve pas en criant, en expliquant ou en entrant en compétition avec l'autre. La démonstration extérieure de force est souvent une compensation pour un vide intérieur. La vraie puissance, celle qui est inébranlable, réside dans ta capacité à rester ancré en toi, même lorsque quelqu'un tente désespérément de te faire sortir de ton axe. Rappelle-toi toujours, la manipulation perd tout son sens lorsque tu te connais suffisamment pour ne plus ressentir le besoin de te défendre. Une défense superflue trahit une insécurité profonde. Mais le silence habité, celui qui vient de la paix et non de la peur, trahit une souveraineté absolue. C'est cette puissance qui confond l'homme habitué à gagner le contrôle par le chaos émotionnel. Ta confusion devient le catalyseur de son évolution.
Tu n'es plus la femme qui réagit par habitude. Tu es une femme éveillée qui a compris que sa paix n'est pas négociable, que son énergie n'est pas à vendre et que sa valeur est indépendante de ce que l'autre fait ou ne fait pas. C'est cela, l'illumination féminine. Comprendre que ton bonheur est une responsabilité que tu ne délègues plus jamais. Pour ancrer cette nouvelle sagesse dans ta réalité physique et signaler à ton propre inconscient que tu as définitivement changé de fréquence, je t'invite à poser un acte symbolique fort dès maintenant. C'est un rituel de passage. Descends dans l'espace des commentaires et écris cette déclaration de puissance, comme un décret royal que tu signes avec toi-même. Je ne réagis plus par la blessure, j'agis par la conscience. Prends le temps de ressentir chaque mot. Je ne réagis plus par la blessure. En le déclarant publiquement, tu brises les chaînes de l'automatisme. Tu affirmes que personne ne peut manipuler celle qui se connaît elle-même. Je lirai chaque commentaire avec une attention particulière et je laisserai un cœur pour valider ton engagement envers ta propre liberté. Si cette vidéo a été la lumière que tu attendais, si elle t'a redonné la force de te redresser, laisse un j'aime puissant pour soutenir cette mission. C'est un geste gratuit pour toi, mais vital pour que cet enseignement atteigne d'autres femmes qui en ont besoin. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne. Maîtrisez la psychologie et active la cloche des notifications, car chaque vidéo est une étape de plus vers ta liberté totale. Et si tu sens l'appel d'aller plus loin, de soutenir cet espace et d'accélérer ta métamorphose, tu as la possibilité de devenir membre de la chaîne dès aujourd'hui. En rejoignant notre cercle privé, tu bénéficieras d'avantages exclusifs, des réponses prioritaires à tes commentaires pour que tu ne sois jamais laissé sans réponse, des conseils psychologiques plus personnalisés et un accompagnement plus intime dans ton processus de transformation. C'est un investissement sur toi-même, mais ne pars pas tout de suite. Sur l'écran, je te laisse 2 vidéos sélectionnées spécialement pour toi, 2 sagesses de haute valeur, l'une sur les limites dans les relations toxiques, l'autre sur l'attraction d'un amour sain. Choisis celle qui t'appelle le plus et retrouvons-nous là-bas, immédiatement pour continuer à bâtir ta légende. Comme toujours, ce fut un honneur de te servir. Je suis Lucien, ton psychologue et philosophe dévoué. À tout de suite.